Monsieur Guillaume Golphin, docteur en philosophie, et qui est l'un des fondateurs du Collège Saint-Germain, qui se destine à l'étude de la philosophie chrétienne. Donc vous vous doutez déjà de ce qui vous attend. Il est membre par ailleurs de l'Institut d'éthique et politique Montalembert. Si vous voulez en savoir plus, vous lui poserez les questions à ce sujet à la fin de la conférence. Alors, je me permets, pour en terminer, de souligner l'actualité des propos qui vous seront tenus dans quelques instants, puisque les événements électoraux qui viennent de se dérouler, en particulier par exemple le très fort pourcentage d'abstentionnistes des 2 tours d'élections législatives, nous indiquent que notre système démocratique est pour le moins malade, ici et maintenant en France. La parole est à monsieur le docteur Golphin. Je vais rajouter un mot. Je vous invite vraiment à lire ce livre, comme le livre qui vous a été présenté il y a quelque temps, de Maxence Écart, sur les fondements de la démocratie moderne. Ce sont des livres qui peuvent contribuer au renouvellement de la pensée politique. Les ambiguïtés de la souveraineté, mais ça, je pense que vous entrez en détail. La vieille notion romaine qui a été dévoyée à la Renaissance, pour des raisons historiques, le protestantisme. Donc, une forme de naturalisme. Je ne vais pas faire l'exposé, mais je pense que c'est un point très important. Que sans un bien commun conçu d'une manière traditionnelle, et pour cela, il faut non seulement se purger des Rousseau, mais aussi de toute l'idéologie démocrate chrétienne, propagée entre autres par Maritain. Et le bien temporel, le bien commun temporel, est ordonné au bien commun spirituel. Alors il est évident que nos nations apostates peuvent parler de souveraineté éventuellement, ça peut exciter quelques instincts animaux, mais on se garde bien d'évoquer l'identité. Et je rappellerai que des peuples peuvent perdre leur représentation étatique et garder pendant des siècles leur culture. Or, je pense que le combat de demain est là. À vous, cher ami. Merci. Donc, bonsoir à chacun et chacune, bonsoir à tous. Donc, je remercie le frère Thierry de m'avoir invité pour cette petite conférence. Donc, nous sommes mis d'accord sur le titre suivant. Donc, le bien commun est-il encore possible? Avec en sous-titre les ambiguïtés de la souveraineté. Alors, à force, en guise d'ambiguïté, vous verrez que, selon moi, il y a des choses sont relativement assez claires et que la notion de souveraineté n'est pas une notion qui est tout à fait donc, à retenir. Bon, je vais essayer de dire pourquoi. Alors, on parle beaucoup à nouveau ces temps derniers du bien commun. C'est une expression qui ressurgit depuis quelque temps. Elle était longtemps restée de côté, elle était longtemps donc occultée par d'autres expressions comme intérêt général, intérêt de la nation, intérêt de l'État, d'autres encore, et qui avaient donc supplanté cette notion ancienne, on peut dire antique, traditionnelle en tout cas, de bien commun. Donc on ne peut que se réjouir du renouveau du terme, mais encore faut-il savoir ce que l'on met derrière l'expression. Car après tout, si on regarde un petit peu les textes, Rousseau lui-même fait usage de l'expression. Vous trouverez ça au début du deuxième livre du Contrat social, où Rousseau peut écrire que la volonté générale peut seule diriger les forces de l'État selon la fin de son institution, qui est le bien commun. Rousseau, tout en étant bien un auteur moderne, s'il en est encore imprégné de vocabulaire classique, et donc de façon assez compréhensible, je crois, il réutilise le terme. Mais encore faut-il savoir, je répète, ce qu'on met derrière, et on peut supposer que Rousseau ne met pas exactement la même chose que peut y mettre un saint Thomas d'Aquin, par exemple. Bien.
Alors ces remarques préliminaires ne seront sans doute pas sans rappeler au lecteur d'Aristote une autre remarque que fait Aristote au commencement de son enquête sur la cité proprement dite. C'est-à-dire en fait au début du livre 2 des Politiques, le livre 1 étant consacré à l'étude de la famille. Aristote fait en effet remarquer qu'il est nécessaire, je cite, que tous les citoyens aient en commun soit tout, soit rien, soit certaines choses et pas d'autres. En effet, qu'il n'ait rien en commun, c'est manifestement impossible, car la vie en cité est une certaine communauté. Voilà, donc l'hypothèse qu'il n'y ait rien en commun est aussitôt écartée. Et donc la question se pose, savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et la suite de ce livre 2 fait une critique notamment de Platon et du communisme, de la théorie de Platon, pour montrer qu'on ne peut pas tout mettre en commun, donc il y a des choses communes et des choses qui ne le sont pas. Mais il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose de commun dès lors qu'il y a communauté. Alors Aristote fait du reste remarquer tout de suite que la première chose en commun, c'est un territoire, qui est unique et le même pour tous. Mais au-delà, donc, il y a bien sûr bien d'autres choses qui doivent être considérées comme communes. Alors, quelle que soit la réponse à la question, c'est pas ici en tant que tel d'emblée mon sujet, l'essentiel c'est, à mon sens, le raisonnement que tient Aristote. Je veux dire par là que la recherche en politique ne commence pas par une interrogation d'ordre anthropologique sur la nature de l'homme ou d'ordre historique sur le commencement des cités ou des empires, à plus forte raison sur un quelconque contrat social ou convention équivalente. Mais l'enquête sur la politique part du constat qu'il y a quelque chose de commun, qui doit donc nécessairement être organisé de la façon la meilleure possible, afin que la vie des membres de la cité soit précisément la meilleure possible. Et donc le tout étant de savoir ce qui est effectivement commun. Or, comme par ailleurs, donc, on peut faire remarquer encore que la vie au sein d'une communauté politique est précisément une vie, c'est-à-dire un ensemble multiforme d'actions qui s'enchevêtrent, qui parfois se contredisent, parfois se concertent. C'est bien sûr complexe, comme toute vie sociale organisée, mais c'est bien une vie et qui, comme telle, donc obéit à la loi de l'action. Et l'action humaine, comme structure élémentaire, doit distinguer entre les fins que l'on poursuit et les moyens de parvenir à cette fin. La fin en question, quelle qu'elle soit, étant toujours visée comme un certain bien. Elle peut ne pas l'être, si l'on se trompe, on peut faire bien sûr des erreurs, mais pour autant qu'on recherche quelque chose, on le considère, à tort ou à raison, comme un bien. Si on le considérait comme un mal, eh bien on le fuirait, on le rejetterait, on ne le rechercherait pas. Le bien étant de manière générale ce que naturellement tout le monde désire, nous dit encore Aristote, ceci c'est dans l'éthique à Nicomaque. Donc pour autant que la vie politique est une certaine vie et donc une action commune, elle a donc nécessairement un bien commun, elle doit viser nécessairement un bien commun puisqu'il y a d'une part communauté, d'autre part un bien qui est visé. Si on réunit les deux, ça donne la notion de bien commun. Et tel est donc le premier principe de la science politique et de la politique tout court, c'est-à-dire de la politique comme art ou comme pratique. Alors si ceci donc est vrai, ça entraîne nécessairement le fait que ça n'est pas un autre principe qu'il faut aller chercher. Si le bien commun est principe premier de la communauté politique, eh bien ça veut donc dire que la souveraineté ne peut pas l'être. Je ne prends bien sûr pas la souveraineté par hasard, puisque on considère depuis à peu près la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, à la suite de l'œuvre de Jean Bodin, publiée en 1576, les 6 livres de la République, on considère donc classiquement que la souveraineté est le principe premier de la communauté politique. Alors l'occasion de cette conférence, c'est donc l'ouvrage que j'ai pu publier donc, au mois d'avril aux éditions du Cerf, Souveraineté et désordre politique, dans lequel je fais notamment, pas uniquement, mais notamment donc une critique en règle de la notion
de souveraineté. Critique que d'aucuns pourront peut-être trouver un petit peu sévère, mais qui, je crois, donc est nécessaire. Si je résume ma thèse dans cet ouvrage, elle consiste en effet à dire que la souveraineté ne peut pas être le principe du politique. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a de sens qu'en fonction d'un régime social que l'on conçoit comme anarchique et auquel on s'efforce d'imposer un ordre, on pourrait dire venu d'en haut, un ordre qui demeure à jamais extrinsèque, qui est toujours extérieur à la société elle-même, qui va être en tout cas imposé de l'extérieur, qui ne surgit pas de l'ordre social en lui-même. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que cette opération est a priori vouée à l'échec. Le principe de souveraineté, c'est l'instrument, on pourrait dire, de cette imposition. Et en fin de compte, c'est la souveraineté. Je crois que c'est une leçon de l'histoire des derniers siècles et qui s'accélère sans doute depuis quelques décennies. La souveraineté se révèle en fin de compte impuissante à instaurer un véritable ordre au sein de la communauté. Alors, présenté ainsi de manière très succincte, très résumée comme je le fais, on pourrait croire que le problème n'est que théorique. Voilà, que les auteurs qui vont se revendiquer la notion de souveraineté, laquelle sera déclinée de manière diverse, je ne peux pas ici rentrer dans tous les détails, on passera bien sûr d'une souveraineté qui est celle du prince, donc qui s'inscrit dans la continuité bien sûr des monarchies médiévales, et qui, à partir des théories du contrat au XVIIe siècle, va être rétrocédée au peuple, ce qui rentrera effectivement donc dans les actes progressivement, à partir de la Révolution anglaise, c'est vrai, de la démocratie américaine, et puis, de façon vraiment fondamentale, de la Révolution, bien sûr, française, à la fin du XVIIIe siècle. Donc ça, il y a bien sûr des changements importants dans le régime de la souveraineté, entre la souveraineté du prince, la souveraineté du peuple, mais le principe en lui-même n'a quand même jamais été vraiment remis en question. On a remis en question, on a changé on pourrait dire, le dépositaire de la souveraineté, mais pas le principe en lui-même. Donc, ainsi dit, voilà, le problème ne pourrait être que théorique, mais précisément, on a vécu pendant des siècles sur l'idée que la souveraineté est principe premier du politique, et nous sommes bien dans le domaine pratique, c'est-à-dire dans le domaine où les représentations que l'on se fait des choses gouvernent l'action, dans une large mesure en tout cas. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais les représentations que l'on se fait du vrai, du bien, gouvernent l'action, et donc l'idée que le principe premier du politique est la souveraineté a bien sûr travaillé les conceptions du politique que l'on s'est faites, et disons, pour aller à l'essentiel, a progressivement travaillé la culture politique et la culture tout court de nos sociétés occidentales. Et donc, elle n'a bien sûr pas été sans conséquence sur eh bien, l'évolution de ces sociétés. Disons que le principe de souveraineté a eu pour conséquence, sinon de susciter, parce qu'au départ c'est plutôt une réponse à un problème qu'un point de départ, je dirais, positif, mais la souveraineté a eu pour conséquence d'installer, de conforter, de pérenniser le trait anthropologique majeur de l'époque moderne, qui est l'individualisme. Et avec l'individualisme, la ruine progressive du bien commun. Puisque on peut définir l'individualisme de manière simple en disant que c'est précisément la négation de tout bien commun, au bénéfice du seul bien de l'individu, du seul bien individuel. Bon, alors ceci, bien sûr, mérite quelques éclaircissements, quelques développements, même si je dois m'excuser d'être assez rapide dans le cadre de cette conférence qui, nécessairement, a été limitée en temps et les choses pourraient être développées assez longuement. Donc je vais devoir aller à l'essentiel, quand même donc essayer de justifier un petit peu cette affirmation que je conçois bien être un petit peu abrupte et pour prendre sans doute à rebours certaines idées que l'on peut avoir et parfois bien ancrées sur la politique et sur peut-être les choix qu'il faudrait faire. Bien, si on entend donc par souveraineté, dans un premier sens simple, l'indépendance du pouvoir politique, de législation et de commandement vis-à-vis de tout pouvoir extérieur, en même temps que l'autorité suprême à l'intérieur
de la communauté politique. Une telle formulation, à première vue, semble relativement anodine. Elle semble relever plutôt du bon sens que, je dirais, autre chose. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que en fait, la notion n'est pas si simple et qu'elle est quand même beaucoup plus lourde de sens. Alors pour la considérer de manière voilà, un peu suffisamment précise pour quand même que le propos ait un sens, il faut considérer que la souveraineté se trouve au confluent de deux ordres de réalité, lesquels sont bien distincts même s'ils ont pu interagir. Premier ordre de réalité est l'ordre strictement politique, au sens donc de l'organisation de la cité, des rapports entre les diverses autorités, bref, de la vie des pays, en l'occurrence européens, puisque c'est vraiment en Europe, bien sûr, que ces notions ont émergé. Le second ordre de réalité est davantage anthropologique et relève donc davantage de la philosophie. Alors commençons donc par la politique et donc par l'histoire, en disant que historiquement la souveraineté plonge ses racines dans la tradition médiévale, de la compétition des autorités. Alors je vais me permettre de reprendre à peine le frère Thierry dans sa présentation, parce que la notion de souveraineté n'est pas antique, on ne la trouve pas à Rome, elle émerge au Moyen-Âge, où elle vient traduire, donc à partir du moment où on va traduire en langue vernaculaire, et d'abord en français, puisque c'est d'abord en français que ça va et en France que ça va se jouer de fait, lorsque donc on va traduire les textes juridiques, lorsqu'on va commencer donc à traduire et puis à écrire du droit en langue vernaculaire et non plus en latin. Et elle va traduire cette notion de souveraineté, l'expression latine de summa autoritas, d'autorité suprême, celle qui est donc au-dessus de tout autre. Expression qui se comprend dans le contexte typiquement médiéval, notamment donc de la lutte entre le pape et l'empereur, et de savoir qui c'est qui va être supérieur entre les deux, avec les tenants d'un côté du pape, ce qu'on appelle donc les légistes canonistes, et puis d'autre côté ce qu'on appelle les romanistes, qui sont donc les tenants de l'empereur. Les uns comme les autres vont affirmer, qui pour le pape, qui pour l'empereur, que soit le pape, donc soit l'empereur, est le chef de la chrétienté. Et donc le chef ultime, celui qui a l'autorité suprême, et qui a donc l'autorité, jusque y compris, de pouvoir, alors, si c'est le pape, confirmer l'élection de l'empereur, éventuellement déclarer donc hérétique et excommunier, et donc déposer un empereur voilà, qui serait donc non conforme, on va dire, aux lois de la chrétienté. Et symétriquement ou réciproquement, les tenants de l'empereur vont affirmer que, alors d'une part, l'empereur ne tient pas à son pouvoir du pape, mais directement de Dieu. Ça, c'est tout l'héritage, toute l'ambiguïté de l'héritage du couronnement de Charlemagne. Voilà, savoir si il a été donc sacré en présence du pape. Est-ce que c'est le pape qui le sacre, ou bien est-ce que le pape n'a que, à titre de représentant de l'Église, mais le pouvoir vient directement de Dieu, auquel cas, c'est pas le pape qui sacre l'empereur, mais l'empereur est sacré par Dieu directement. Le pape n'est qu'instrument. Et donc, dans ce cas-là, ce que défendent les romanistes, donc l'empereur tient son pouvoir directement de Dieu, et donc ne dépend pas en tant que tel du pouvoir pontifical, de l'autorité pontificale, et aurait même l'autorité en cas d'hérésie pontificale, ou en cas de comportement manifestement désordonné. Le cas, c'était le meurtre, si un pape devenait donc meurtrier, au sens commun du terme, l'empereur aurait eu donc l'autorité pour déposer le pape. Donc ça, c'était ce que défendaient les juristes donc, romanistes. Voilà, donc, bon, peu importe après le détail, pour ce qui nous concerne, mais donc une saine compétition et donc une définition d'une autorité suprême. C'est ça que l'on va entendre dans un premier temps par souveraineté, le terme apparaissant dans les premiers textes en français, donc au XIIIe siècle. Bien, ceci donc va évoluer ensuite. Ça va évoluer progressivement avec différents donc, facteurs. D'une part, donc, l'affaiblissement de l'Empire germanique. D'autre part, l'affaiblissement aussi de l'autorité pontificale, notamment donc, à cause du grand schisme d'Occident, donc de la grande crise donc, au XIVe, XVe siècle,
début 15e, enfin 14e siècle surtout, oui, pardon. Donc concernant donc, le grand schisme d'Occident, qui va forcément affaiblir l'autorité pontificale, du fait aussi de la politique d'État indépendant de l'Empire. Et il s'agit de deux États en particulier, la France d'un côté, l'Angleterre de l'autre. Bon, l'Angleterre n'a jamais fait partie de l'Empire germanique et la France s'en est dégagée à partir des Capétiens. Et donc progressivement vraiment une politique indépendante. Et donc progressivement, eh bien, on va développer l'idée d'une souveraineté à l'intérieur des différents royaumes. Au départ, la souveraineté est celle de l'Empire, si on le prend sur un plan strictement politique, donc elle a une vocation universelle. Et progressivement, donc, on va avoir l'idée d'une souveraineté particulière. Bon, ce qui va bien sûr se radicaliser à partir du moment où donc il va y avoir émancipation vis-à-vis de l'autorité pontificale, émancipation, on pourrait dire, assez radicale, ce qui vraiment intervient avec la crise protestante. Donc les États protestants qui vont se dégager, bien sûr, du rapport à Rome, et les États catholiques qui vont en général aussi avoir une politique de, disons, relative, plus ou moins relative, parfois très franche, mise au pas de l'Église et c'est une domination à l'intérieur de l'État, donc de l'Église. Pensons à la politique donc, à l'Église gallicane en France. Pensons, c'est un peu plus tard, c'est au XVIIIe siècle, mais au joséphisme en Autriche. Donc qui sont des politiques de domination, on va dire un peu de mise au pas de l'Église, de la part bien sûr de pays qui sont restés catholiques. Et donc on va avoir l'idée progressivement d'une souveraineté qui va émerger, correspondre à une autorité suprême à l'intérieur d'un pays, et donc une autorité qui n'est plus universelle de soi, mais qui est particulière à ce pays. Bien, l'autre ordre d'idées, l'autre ordre de réalité, c'est l'anthropologie, je disais. De fait, la souveraineté, elle va être théorisée donc, par Jean Bodin, donc l'un des grands juristes français donc, du dernier tiers du XVIe siècle. Telle qu'elle va être théorisée par Jean Bodin, la souveraineté est une réponse à, là aussi, la crise protestante, et donc à la crise religieuse, bien sûr, donc, qui traverse l'Europe, qui traverse les pays, et donc là, en l'occurrence, la France, puisque bien sûr, donc, Jean Bodin est français. Et l'idée, donc il y a bien sûr diverses théories qui ont été énoncées à l'époque. Celle de Bodin, Bodin se rattache à un courant bien précis qu'on appelle le courant des politiques, et qui ont pour thèse majeure de dire que la solution pour refaire l'unité du royaume, qui a été brisée donc, par la diversité donc, des religions, comme on disait, c'est-à-dire des foi, la solution, eh bien, c'est de mettre de côté en effet le religieux et de tabler uniquement sur le pouvoir politique et l'obéissance au prince. Donc ça, c'est la solution qu'on trouve à Bodin dans ses 6 livres de la République et ce qu'il va théoriser sous le nom de souveraineté. Alors, il y a plusieurs choses à remarquer ici. Première chose, bien entendu, tout à fait remarquable, c'est que c'est le point de départ d'une conception du politique qui émancipe non seulement dans le cadre de la chrétienté, mais plus largement, si on remontait jusqu'au temps du paganisme antique, aucun pouvoir politique ne s'est jamais conçu indépendamment d'une référence religieuse. Bon, le pouvoir des cités grecques était bien entendu traversé de part en part par le religieux, le pouvoir romain également, quelle que soit à l'époque la République comme l'Empire. Et bien entendu, dans le cadre de la chrétienté, de façon différente, puisque donc on est dans un régime chrétien qui distingue bien plus nettement donc, le religieux du politique, mais qui les distingue sans les séparer. Et donc le roi de France était sacré, l'empereur était sacré, donc avait une dimension religieuse, même s'ils n'étaient pas bien sûr des prêtres. Mais il y avait quand même une dimension sacrée, une dimension religieuse. Bon, le point de départ de ce qu'on va appeler la laïcisation ou la sécularisation du pouvoir politique, c'est vraiment la réponse donnée par Bodin et donc ceux qui vont le suivre à la crise donc ouverte par le protestantisme, une émancipation du pouvoir politique par rapport aux religieux. Donc ça, c'est une bien sûr première conséquence fondamentale. La deuxième, je dirais les évolutions culturelles suivant leur cours, c'est précisément donc la montée en puissance de l'individualisme. Alors qui précède le protestantisme, puisqu'on peut considérer qu'il trouve vraiment ses racines
dans la théologie nominaliste qui intervient à partir du XIVe siècle, bon, qui continue ensuite. Le nominalisme ayant pour thèse essentielle qu'il n'y a que des hommes et qu'il n'y a pas de nature humaine commune. Et donc il n'y a que des individus. Donc on est bien déjà dans la thèse de l'individualisme, mais il est évident que le protestantisme va être une sorte de catalyseur de l'individualisme, va précipiter au sens chimique du terme l'individualisme et va vraiment donc le renforcer. Et donc les choses suivant leur cours, l'individualisme va monter en effet en puissance et la souveraineté va aussi être donc une réponse à cet individualisme. Alors ce qu'on voit très clairement dans les théories en effet du contrat, le premier auteur qui a cité ici, c'est le seul que je citerai parce que je ne peux pas tous bien sûr les passer en revue, c'est bien sûr Thomas Hobbes, qui est le premier philosophe politique vraiment à reprendre la notion de souveraineté, dont il fait l'âme du Léviathan. Le Léviathan, c'est le nom que donne Hobbes à l'État. Le Léviathan, l'État, c'est un homme artificiel, une sorte de géant. Quand on prend la couverture du Léviathan, la couverture originelle, c'est une sorte de géant qui a un glaive donc, et une épée. Et quand on regarde l'image de près, ce géant, il est composé d'une multitude de petits hommes. Donc ça symbolise sur l'État qui émerge de la multitude. Et l'âme de ce géant, de ce Léviathan, c'est la souveraineté. Il nous dit très clairement Hobbes dans l'introduction, ou la préface, je ne sais plus, c'est l'un ou l'autre, du Léviathan, précisément, donc son principal ouvrage de politique. Donc là, la souveraineté, c'est vraiment la réponse à l'individualisme. Et c'est l'idée que, justement, l'individualisme empêche d'avoir une société naturelle. Donc on va créer artificiellement une société et on va lui imposer une sorte de carcan qui va faire tenir ensemble des hommes qui naturellement ne sont pas faits pour l'être. C'est l'horizon dans lequel se situe la doctrine de la souveraineté. Alors ensuite, il y aura bien sûr des évolutions, en fait déjà dès Hobbes. On a bien sûr l'idée d'une souveraineté populaire, bon, sauf que chez Hobbes, elle est tout de suite court-circuitée. Et donc l'évolution par la suite dans le libéralisme chez Locke, dans les théories qui préparent les théories disons, plus socialistes chez Rousseau, on va vraiment avoir dans la théorie de la souveraineté populaire, donc cette idée que cet ordre qui va enserrer la société, il émergerait du peuple lui-même, mais il n'empêche que c'est un ordre fondé sur la souveraineté, c'est-à-dire sur l'imposition d'un ordre à une multitude qui en elle-même n'en a pas. Bon. Et ça, je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête, parce que c'est inséparable vraiment de la notion de souveraineté. Alors, du coup, ça a bien sûr un certain nombre de conséquences, puisque si donc il n'y a pas de nature humaine commune, s'il n'y a donc pas d'ordre naturel commun, eh bien l'ordre, disons, souverain ou l'ordre imposé par la souveraineté est donc une construction artificielle. C'est quelque chose en fait qui relève du volontaire, qui est une sorte de traduction du volontarisme en politique. Si on entend par volontarisme l'idée que une volonté qui est en soi complètement indéterminée, qui n'est ordonnée à aucun bien, va devoir se déterminer de façon complètement libre, elle-même, et donc de manière en fait arbitraire, puisqu'elle ne va pas avoir de justification dans un ordre des choses, étant donné qu'elle n'est ordonnée naturellement à rien, qu'elle peut vouloir tout et le contraire de tout, sans donc prédisposition particulière à telle chose plutôt qu'une autre. Et donc elle va devoir se déterminer de façon complètement en effet arbitraire. Bon, conventionnelle si on veut, mais arbitraire. Ça, c'est ce que les modernes appellent la liberté, sur le plan de la liberté individuelle. Une liberté complètement indéterminée, c'est-à-dire qui n'est plus ordonnée au bien, et qui donc va, de façon complètement aléatoire, se déterminer pour telle ou telle chose. Et la souveraineté n'est en fait que la transposition, la traduction en politique de cette liberté ainsi conçue. On peut voir une triple conséquence. Les décisions de cette liberté, je commence à le dire, sont à jamais frappées d'arbitraire. Et donc, politiquement, ça veut dire que la légitimité du pouvoir est toujours problématique, est toujours fragile, pour ne pas dire plus, en tout cas problématique. Une traduction historique, c'est... voilà, la République est toujours en danger depuis qu'elle existe, puisque forcément, elle a toujours... on voit bien une sorte de mauvaise conscience, une sorte d'absence de légitimité vraiment profonde, et donc toujours la possibilité d'être remise en question.
Bon, c'est un exemple historique, enfin un exemple parmi d'autres. Je prends la République, chose qui nous parle, mais on pourrait bien sûr en trouver d'autres. Mais fondamentalement, le pouvoir souverain tel qu'il est ainsi conçu, il a un manque de légitimité. C'est, deuxième conséquence, une volonté donc, qui s'impose par elle-même et qui donc se fait puissance, se fait volonté de puissance, on pourrait dire, si on reprend l'expression de Nietzsche. Et donc on a cette idée d'un pouvoir qui repose d'abord et avant tout sur la puissance. Bon, et du reste, Baudin le dit lui-même, puisque il définit la République comme un ensemble donc, de familles, lorsqu'il y a puissance souveraine. Donc, ce qui est qualifié de souverain, c'est-à-dire de référence ultime, c'est la puissance. Donc, en fin de compte, ça repose sur la force. Troisième conséquence, ben, c'est la réduction du politique à la seule question du pouvoir. Très logiquement, si ça relève uniquement de la volonté, d'une imposition volontaire, ça veut dire que le politique se concentre uniquement dans la question du pouvoir. En cela, Baudin et les doctrines de la souveraineté rejoignent, quoi qu'ils en aient, Machiavel. Baudin était opposé à Machiavel sur un plan moral, les modernes le sont souvent aussi, mais en fait, il y a une connivence profonde. Machiavel aussi, donc définissant la politique comme une pure technique, on pourrait dire une pure technique de domination, donc concentrant la politique dans la seule question du pouvoir. Et la doctrine de la souveraineté conduit aussi à ça. On retrouverait ça chez quantité de théoriciens. J'en cite un seul, qui au XXe siècle a quand même été assez marquant, Georges Burdeau, qui pense le politique à partir du pouvoir, auquel il met un grand P, qu'on comprenne bien. La politique n'est que la manifestation du pouvoir. Et à partir de là, il faut voir comment c'est organisé. Une conséquence très concrète, très pratique, que du reste Burdeau souligne aussi à l'occasion, c'est que du coup, eh bien, la vie politique va être la compétition pour le pouvoir. Et à peine plus concrètement, dans le contexte de nos États modernes, la compétition pour la maîtrise de l'appareil d'État. Puisque qu'est-ce qui va concentrer le pouvoir? C'est l'appareil d'État. Et bien, la vie démocratique structurée en partis politiques, ben, c'est fait pour ça. Les partis sont là pour permettre de gagner le pouvoir, permettre donc de parvenir à une certaine maîtrise de l'appareil d'État et donc pouvoir imposer en effet la politique que l'on souhaite. Bon, bien sûr, il y a ensuite des limites concrètes à l'exercice, forcément, mais disons que ça concentre une bonne part de la vie politique, et Burdeau fait même remarquer très justement que dans ce contexte-là, l'exercice du pouvoir occupe moins de place et mobilise moins d'efforts que n'en requiert sa défense et la nécessité où il se trouve de se justifier. Donc on passe en effet l'essentiel, en tout cas une bonne part de la vie politique, à se disputer, à faire soit des élections, soit d'autres manifestations, mais qui sont là pour soit conquérir le pouvoir, soit le préserver, sans se concentrer sur davantage peut-être les décisions à prendre ou voilà, les choix politiques profonds. Bien, alors avec tout ceci, nous approchons le cœur de notre problématique, si je puis ainsi dire, puisque donc la question, je l'avais dit, c'est le bien commun est-il encore possible, sous-entendu bien sûr aujourd'hui, et ce que je viens de dire, je crois, permet de comprendre, de mesurer la difficulté et l'ampleur du problème qui est le nôtre. Puisque donc, si on considère qu'il y a eu 5 siècles de politique donc, fondée sur cette conception de la souveraineté et donc sur cette conception individualiste, conception du politique réduit au pouvoir, tout ce que je viens donc de relater, enfin d'exposer, eh bien, il est bien sûr impossible de penser que ça n'a pas été sans conséquence sur la vie politique et la vie des sociétés tout court. Et la conséquence première, c'est évident, c'est la ruine du bien commun. Si la souveraineté ne se comprend que à partir du moment justement où le bien commun devient problématique, et si c'est un principe qui vient remplacer le bien commun, mais quelque part, la conséquence, c'est sans doute qu'elle s'est substituée au bien commun et que donc le bien commun a périclité, ce que je crois on peut assez aisément constater de nos jours. Très clairement, ça veut dire quoi? Eh bien, si Aristote a raison, et si le fondement de la cité c'est le bien commun, dès lors qu'il n'y a plus de bien commun, il n'y a plus de cité. Bon, on peut aller jusque-là. En tout cas, plus de cité politique à proprement parler. Rappelons que dans sa nomenclature des régimes politiques, Aristote dit clairement que ce qu'il appelle les constitutions déviantes,
celles qui ne répondent pas à la finalité propre du pouvoir politique et du politique tout court, ces constitutions déviantes ne sont pas, à proprement parler, politiques. La tyrannie n'est pas, à proprement parler, politique, puisqu'elle manque par définition, non pas de manière accidentelle, mais par définition, elle manque la fin qui définit le politique, à savoir le bien commun. Analogiquement, parce que nous ne sommes pas dans des régimes de tyrannie, en tout cas au sens grec du terme, c'est très différent assurément, mais analogiquement, on peut dire la même chose de nos sociétés, elles ne sont plus, à proprement parler, des sociétés politiques, pour autant, en tout cas, qu'elles ne visent plus, elles ne cherchent plus à le viser, ce bien commun, elles ne visent plus le bien commun, elles ne cherchent plus à le viser, et en tout cas, elles sont impuissantes, dans une large mesure, à l'atteindre. Bon. À partir de là, que faire, si je puis dire, que penser? Est-ce que, en effet, je reviens à ma question, le bien commun est-il encore possible? Alors, je crois que néanmoins, il faut répondre par oui à la question. Alors, reprécisons une dernière fois, le problème est un problème d'unité. La crise que nous traversons est celle que, je crois que c'est Marcel de Corte, vous me contredirez si je me trompe, ce que Marcel de Corte a appelé la dissociété. La dissociété, c'est ce que je viens de dire, le fait qu'il n'y a plus de société politique et qu'on va donc en effet dans une division et dans une involution, on pourrait dire, vers une sorte d'anarchie au sens le plus banal du terme, de désordre. Voilà, pas l'anarchie au sens de la théorie politique assez précise, mais plus généralement, plus communément, donc le désordre, qui est bien entendu toujours porteur de violence, de division de violence. Donc ce que Marcel de Corte, et certains l'ont repris depuis, appelle donc la dissociété. Donc ça, c'est bien un problème d'unité. C'est la première chose qu'il nous faut avoir en tête. L'unité par la souveraineté, donc, étant, à mon sens, fort close, il reste donc à voir ce qui peut unir les gens au sein d'une société telle que la nôtre aujourd'hui. De sorte qu'on vienne à reformer, on pourrait dire, ou à former à nouveau, une véritable communauté politique. En clair, ça veut dire que le problème est en fait celui d'une culture commune. Si nous ne formons plus une cité, une communauté politique, ça veut dire que, en tout cas pour autant que nous ne le formons plus, ça veut dire que nous ne partageons plus une même culture. On peut ici reprendre ce que disait donc saint Augustin, une définition relativement simple du peuple. Il y a peuple lorsque des gens raisonnables, des gens doués de raison, eh bien, aiment les mêmes choses. Bon, c'est une définition très simple qu'on trouve au livre 19, je crois que c'est le paragraphe 24 de la Cité de Dieu. Voilà, définition, donc, Augustin oppose à la définition de la cité par Cicéron, donc une discussion sur comment définir la cité, et Augustin parle d'une définition du peuple qui est très simple, voilà, la réunion de gens raisonnables qui aiment les mêmes choses. On peut simplement rajouter, c'est quand même une précision qui est nécessaire, c'est que cette culture commune, il faut que ce soit quand même fondé sur des vertus, c'est-à-dire ce qui va permettre aux hommes de développer une vie réellement bonne. Autrement dit, la précision est quand même importante. Toute culture n'est pas forcément bonne. Il peut y avoir des mœurs qui sont mauvaises, qui, si néanmoins elles s'inscrivent dans la durée, dans le temps, eh bien on devra bien dire qu'elles forment une forme de culture. Bon, si on prend en tout cas le terme au sens un peu très général, assez descriptif, on pourrait dire. Bon, en clair, ce que je veux dire, c'est qu'il y a civilisation et il y a barbarie. Et qu'une barbarie qui s'inscrirait dans la durée, eh bien, pourrait aussi être appelée quand même culture. Bon, mais bien sûr, en précisant peut-être le terme. Bon, et que ce qui va faire la différence entre civilisation et barbarie, c'est en clair la loi naturelle. La loi naturelle qui va donner donc les grands principes du bien et du mal, et donc de mœurs qui soient proprement humaines. Par barbarie, il faut bien entendu entendre ce qui, au contraire, ravale l'homme au rang de l'infra-humain, on pourrait dire. On dit souvent au rang de l'animal, mais enfin c'est souvent injurier les animaux, puisque là encore on peut citer Aristote, quand l'homme devient vicieux, il est pire que l'animal, il le dit Aristote, parce qu'il est doué d'armes, et donc il peut être vraiment même inférieur.
Bien, donc ça, c'est le naturel est bien entendu fondamental pour faire la discrimination entre une culture, disons, droite, c'est-à-dire celle qui va promouvoir des vertus intellectuelles et morales, et puis une culture qui ne le serait pas. Mais à partir de là, notre problème, c'est en effet celui d'une culture. Bien, alors à partir de là, comment penser, pouvoir penser, c'est un renouveau du bien commun et donc d'une certaine culture commune. Alors tout d'abord, disons que, à mon sens, c'est d'abord possible. Qu'est-ce qui permet de ne pas désespérer, sachant que la situation à laquelle nous faisons face est bien entendu grave, incontestablement, difficile, et que dire que c'est possible, bien entendu, faut-il le préciser, absolument pas dire que c'est facile. Ce sont deux choses qui sont différentes. Le possible et le facile ne se superposent pas. Donc on a forcément des défis immenses devant nous, mais c'est quand même possible. Qu'est-ce qui permet de le dire? Je crois 3 points fondamentaux. Le premier, c'est que la communauté politique est naturelle à l'homme. Il faut en revenir à la thèse d'Aristote. Nous sommes des animaux politiques, c'est-à-dire des êtres rationnels faits pour vivre dans une communauté politique. C'est une tendance innée en l'homme. Les habitudes mauvaises peuvent aller contre, elles y vont de fait. Les habitudes peuvent être bien ancrées, difficiles à déloger, mais la nature reste quand même plus forte. Et donc, on peut arriver à vaincre des habitudes mauvaises, même bien ancrées. Le deuxième point, c'est la tradition. Puisque bien sûr, il n'y a pas de société, il n'y a pas de culture sans une dimension traditionnelle. Donc, simplement la continuité, la continuation à travers les générations. Continuation dans le renouvellement, bien sûr, puisque une culture n'est pas figée. Si elle est vivante, elle est bien sûr au carrefour de l'ancien et du nouveau. Bon, mais s'il n'y a pas d'ancien, il ne peut pas y avoir de nouveau. Voilà, il y a forcément donc une part d'héritage, de transmission, donc de tradition au sens premier du terme, qui est bien sûr nécessaire. Alors ces traditions, il est vrai qu'elles ont été fortement laminées au XXe siècle, à plus forte raison encore dans la deuxième partie, déjà avant, puisque c'est quand même pas non plus complètement nouveau, mais elles n'ont quand même pas complètement disparu d'une part, même si elles ont été quand même fortement attaquées, c'est vrai. Par ailleurs aussi, il y a tout un trésor, je dirais, consigné dans les livres, dans les différents supports qui peuvent, qui sont là pour être les vecteurs possibles si on se les réapproprie, si on les refait vivre. Donc à travers une éducation appropriée, à travers un travail personnel, collectif, pour faire revivre donc une culture, disons, classique, laquelle bien sûr est très riche en Occident, donc il faudra faire des choix aussi. Mais enfin, il y a des possibilités, elles sont immenses. On a des moyens de faire revivre, je crois, ceci. Enfin, je termine par ça, mais il a peut-être fallu commencer par ça. Bien sûr, avoir clairement chevillé au corps, à l'esprit et à l'âme, que nous ne combattons pas seuls. Alors ce qui a double sens. Nous ne combattons pas seuls, je veux dire par là que ce n'est pas un combat qu'humain, ce qui veut dire que l'adversaire n'est pas qu'un homme non plus. Ça, je crois qu'il faut aussi être clair. Saint Paul nous le dit, nous combattons aussi des puissances qui sont supérieures donc, à l'homme, mais aussi donc nous avons, quand nous sommes croyants, nous le savons, nous avons aussi toujours l'aide de Dieu qui nous est donnée, qui nous est offerte, pourvu que nous nous tournions vers lui d'un cœur, je dirais, sincère, avec foi et confiance, et il ne nous abandonnera pas. Donc ces 3 points, c'est en fait dans l'ouvrage que j'ai publié, c'est les 3 ruptures majeures que je vois. C'est rupture avec la tradition, rupture avec la nature, et donc, voilà, c'était mon premier point, et rupture avec la foi. En fait, dans l'ouvrage, je le vois dans l'ordre inverse, rupture avec la foi, et donc avec Dieu, rupture avec la nature, rupture avec la tradition. Ces 3 ordres-là sont vraiment, je crois, les piliers, en effet, d'une culture, le rapport au religieux, le rapport donc à la nature et bien sûr le rapport à une tradition propre. Ils ont été fortement attaqués au XXe siècle et bien sûr avant, mais néanmoins, ils ne sont quand même pas morts, tout simplement c'est pas possible. Voilà. Sauf à ce que notre culture disparaisse complètement, voilà, bien sûr, mais nous n'en sommes quand même pas là. Bien, alors à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je crois que il y a 4, j'en ai vu, 4 ordres, je crois, de choses à privilégier. C'est pas exhaustif,
Mais il me semble que c'est les axes principaux premiers. Bon, tout d'abord, bien sûr, d'une part, les moyens religieux. Les moyens religieux, à strictement parler, je crois qu'il faut commencer par ça, tout ce qui est prière, foi, pratique religieuse, prière aussi pour le renouveau voilà, de notre société, de la culture française, de la culture occidentale. Ça, c'est bien sûr un pan essentiel. Au-delà, je crois qu'il est clair que rien ne se fera sans un certain renouveau au sein de l'Église, sans que l'Église retrouve le sens plein et entier de sa vocation évangélisatrice. Et donc, je crois, de façon très nette, si elle quitte les sirènes du modernisme, et si elle retrouve des bases à la fois donc, intellectuelles et spirituelles, bien sûr, je dirais plus fermes, plus vraies. Bon, ceci pour une double raison, même en fait une triple raison. Parce que, bien sûr, Dieu est le seul véritable rocher sur lequel les hommes peuvent s'appuyer. Je reprends l'image au psaume, psalmiste. Parce que la loi naturelle, à laquelle je faisais allusion, ne peut être pleinement conçue, pleinement appréhendée qu'à la lumière de la foi. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Tout simplement, je reprends ici saint Thomas d'Aquin en renversant un peu sa proposition, c'est-à-dire s'il y a eu révélation vétérotestamentaire, qui, pour saint Thomas, se confond quasiment en tout avec la loi naturelle, c'est précisément que la loi naturelle que tout homme devrait être à même de lire en lui-même, puisque ça n'est rien d'autre que la loi éternelle telle qu'elle se réfracte dans la raison humaine, donc elle est inscrite en nous, mais le péché fait que notre cœur est obscurci, notre intelligence par conséquent aussi, et donc il ne nous est pas spontanément aisé de trouver cette loi naturelle. Donc nous avons besoin de la foi pour ça. Donc les moyens religieux sont bien entendu indispensables. Une part de la culture antique a disparu, mais tout n'a pas disparu parce qu'il y a une part, et une part importante, qui a été assumée au sein du christianisme. Bon, ça, rien ne pourra se faire si l'Église ne retrouve pas, parce que ce à quoi nous enjoignait Benoît XVI, le contact en effet avec la Grèce, avec Rome, avec la culture, disons, classique. Bon, là, la responsabilité des chrétiens, laïcs comme clercs, est absolument essentielle. Le deuxième point, je crois, c'est qu'on ne fera pas aimer le bien, on ne fera pas aimer les vertus si on ne les fait pas connaître. Et donc, rien ne se fera sans un vigoureux effort intellectuel, capable de défier, et j'ose espérer, j'ose affirmer, de défaire, enfin, la pensée sophistique, la vaste sophistique qu'est la pensée moderne. Voilà, donc là, on aura besoin, je crois, de tous les auteurs, de toutes les forces, bien sûr au sens des personnes bien sûr vivantes actuelles, mais aussi par rapport au passé, de tous les auteurs qui peuvent nous aider dans ce sens-là. Bien entendu, donc on a cet immense docteur qui est saint Thomas d'Aquin, qui a été largement remis à l'honneur à partir du XIXe siècle. Bon, beaucoup moins depuis 50 ans, mais il y a quand même, malgré tout, il y a toujours donc bien sûr des tenant de saint Thomas d'Aquin, mais je pense qu'aussi grand que saint Thomas d'Aquin, il ne saurait suffire à lui seul, c'est l'ensemble encore de la culture antique, antique et chrétienne, qu'il faut mettre à contribution. Certains se retrouveront dans d'autres auteurs qui sont aussi légitimes qu'on leur voit, saint Augustin, saint Bonaventure et bien sûr beaucoup d'autres. Bon, et puis les philosophes, bien sûr. Mais ça n'est pas non plus que la philosophie, ni que la théologie, c'est aussi un effort en histoire, c'est aussi un effort en sciences. Bref, un ensemble complet, je dirais, sur un plan intellectuel. Il y a un défi, je crois, à relever qui est immense, qui est à la fois, en tout cas pour des personnes qui sont volontaires, qui ont un peu cet appétit du savoir, qui est à la fois un défi qui peut être stimulant, qui peut être donc enthousiasmant. Il faut impérativement retrouver le sens du savoir, le goût du vrai et du bien. Bien, une culture existe et se fait aimer, troisième point, non pas seulement par ses doctrines intellectuelles, mais également par tout un ensemble d'images, de métaphores structurantes, de mythes, au sens de mythes littéraires, si on veut, pas forcément les mythes religieux, en tant que religieux, mais en tout cas les mythes, au sens de ce qui peuvent symboliser, des trésors de symboles qu'ils peuvent recouvrir. Bref, tout ce que va servir à véhiculer littérature, cinéma, les arts, de manière générale. Alors ici, c'est aussi un peu ambivalent, on pourrait dire, parce que là encore, l'héritage, on pourrait dire, est à portée de main. Bon, les œuvres littéraires, nous les avons.
Les textes, nous les avons. Les grandes œuvres du cinéma, il y en a de très grandes, nous les avons. Et d'autres, bien sûr, d'autres genres donc, artistiques, nous les avons. Maintenant, une tradition, je le disais il y a quelques minutes, n'existe que si elle est vivante, que si certains donc, se l'approprient, mais aussi la perpétuent. Et donc, il est évident que nous avons besoin de vrais écrivains, de cinéastes, de poètes. Il y en a, souvent méconnus. Parce que, bien sûr, la médiatisation met le focus sur d'autres auteurs, sur d'autres œuvres qui ne méritent pas forcément toujours ce titre-là, mais bon, qui, en tout cas, ont pour eux donc, la faveur des médias. Donc là, il y a bien sûr aussi un défi, très clairement à relever, mais qui est essentiel. Toute la dimension, pour moi, à la fois symbolique, affective aussi, qui est bien sûr essentielle à toute culture. Je prends un seul exemple par rapport à ça, il y a tellement de choses à faire, je prends un seul exemple, on pourrait très bien sûr puiser dans la vie des saints, et je sais que l'Église en recèle d'immenses figures, qui sont bien sûr mises en valeur, mais qui pourraient l'être bien davantage. Pensons à ce que pourrait faire le cinéma en mettant en avant la vie de tel ou tel saint. Ça a été très peu fait, ça a été fait, mais quand même relativement peu, et il y aurait bien sûr d'immenses choses à faire, qui pourrait avoir des valeurs esthétiques très grandes et une valeur spirituelle qui serait bien sûr très importante. Bref, en résumé, on pourrait très bien refaire une nouvelle légende dorée, si je reprends le terme de Jacques de Voragine. Voilà. Donc, bien sûr, il faudrait concevoir de façon différente, mais ça, c'est pas en soi un problème. Dernier point que je verrai, ceci donc, voilà, il y a différents axes, donc axes principaux, je crois, qui ne sont pas exhaustifs. Bien sûr, on pourra en trouver d'autres, d'un renouveau culturel. Le tout appelle, bien entendu, il ne faut bien sûr pas l'oublier, à être couronné par le politique. Le politique, c'est-à-dire donc, très clairement le fait de parvenir à terme, au moins, parce que dans l'immédiat, il est évident que ce n'est pas pour demain que ça sera fait, mais d'arriver à terme à avoir un pouvoir qui permette d'amplifier ces mouvements-là, de les coordonner, bref, de jouer ce rôle architectonique qui est celui de la politique, à nouveau au sens d'Aristote. Hein. Donc la politique, elle est là pour venir couronner tous ces mouvements culturels divers et variés, arriver à les unifier et sans doute à les dynamiser encore plus, à les amplifier. Donc rien bien sûr de durable ne se fera si l'on ne retrouve pas une vocation propre à chaque pays qui doit être, pour être vraiment pleinement assumée, déclinée dans un projet politique à même de mobiliser des énergies communes. Quel que soit ce projet, on pourrait bien sûr donner sans doute plusieurs exemples, plusieurs formes, mais il y a bien entendu ici quelque chose qui est essentiel et auquel il ne faut pas renoncer. C'est-à-dire que on ne peut pas se contenter d'un travail, je dirais, uniquement social. Il faut sans doute que dans les faits, concrètement, pendant longtemps encore, on sera cantonné à ce niveau-là, parce que le pouvoir politique échappera. Mais il ne faut jamais renoncer à conquérir ce pouvoir, appelons ça très clairement, appelons les choses par leur nom. Il y a un travail de reconquête, en effet, à avoir, mais de reconquête qui doit être bien comprise. Il ne s'agit pas, bien sûr, de l'exercice du commandement, en vue, bien sûr, simplement de la sécurité, de l'économique, en vue simplement aussi d'asseoir une position de pouvoir, de domination. Il s'agit, bien sûr, de l'avoir pour le bien commun. La conquête du pouvoir n'est pas, je prends le cas qui serait le pire, dans ce cas-là, pour se venger d'avanies subies ou de ce qu'on a pu, en tant que chrétien, subir comme avanie par la République. Bon, de fait, on sait qu'elle a été anticléricale, antichrétienne et qu'elle le demeure. Bon, le problème n'est pas là. Le problème serait, si on arrivait un jour à ça, de l'exercer au nom et pour le bien commun. Que nos ennemis, appelons-les par leur nom, non seulement donc, ne veulent pas, parce que par définition ils ne veulent pas ce bien, mais au-delà ils en sont incapables. Ils en sont incapables parce qu'ils sont impuissants intellectuellement à le connaître, et parce qu'en fin de compte, si je reprends le terme de l'expression qu'on a chez Saint Paul, ils tiennent toujours la vérité captive dans l'injustice. Bon, ils en sont en fait incapables de s'en dégager parce que ça supposerait de leur part de se dégager de tout leur univers mental. Alors c'est bien sûr toujours possible, ça s'appelle une conversion. Et des conversions, il y en a. Mais tant qu'ils restent ce qu'ils sont, ça ne leur est pas possible.
Donc, il y a bien sûr ici quelque chose qui est à revendiquer de la part des chrétiens. C'est-à-dire que nous sommes, je crois, profondément, de fait, les seuls à pouvoir assumer véritablement un pouvoir qui soit en vue réellement du bien commun. Qui donc ne rétablira pas la foi de façon autoritaire, ce qui de toute façon serait un contresens et une catastrophe du point de vue ecclésial, du point de vue de la foi elle-même, mais qui sera à même, en recréant une société, une communauté, et aussi de ressusciter, non pas de ressusciter à nouveau les vertus intellectuelles morales, et à terme, on peut bien sûr parier que les vertus proprement chrétiennes, au premier chef bien sûr la foi, qui est la première de ces vertus théologales, eh bien, renaîtraient également. Bon, en tout cas, avoir en tête que la politique est toujours un service. Alors, je vais terminer, j'étais un petit peu plus long que prévu. Beaucoup diront, bien sûr, tout ceci est bien beau, mais en avons-nous la force? Bon, c'est bien sûr le... Non, mais le problème, il est très clairement là. On va pas... Là, pour le coup, je n'ai pas parodié Staline en disant comme une division avant nous, parce que c'est pas trop en ces termes-là que ça se pose, je crois. Mais enfin, ça se pose quand même aussi un peu dans ces termes-là, malgré tout. Quelles sont les forces sur lesquelles on peut compter? Bon, je pense qu'elles sont quand même pas nulles. Je pense qu'il y a quand même un certain renouveau, une certaine prise de conscience, comme on dit, qui se fait de la part de jeunes générations. Les événements de 2013, sont par bien des aspects beaucoup décevants, mais en même temps aussi, malgré tout, suscitent l'espoir. Et puis, je terminerai à nouveau avec Saint Paul. Saint Paul nous dit bien, qu'as-tu que tu nous l'as reçu? Eh bien, si nous aurons cette force, si elle nous est donnée, elle nous sera donnée si nous la demandons, et si nous nous confions à celui qui peut nous la donner et qui nous la donnera, et qui, de toute façon, est le maître de l'impossible, du possible et de l'impossible, et qui, s'il veut le faire, le fera. Et donc, nous, à sa suite. Voilà. Très bien. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, moi je une question. Oui. La souveraineté, aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, on parle de souveraineté du peuple. Alors qu'avant, quand on parlait du roi, enfin en France, le roi souverain, Oui. en réalité, il était souverain sur le lieutenant de Dieu, ça veut dire qu'il Tout à fait. était soumis à Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, par essence, il n'était pas totalitaire, parce qu'il se mettait à jour devant Dieu. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on a Alors, tout à fait battu aujourd'hui. Tout à fait, non, bien sûr. Et aujourd'hui, on croit que par la loi, on décide de ce qui est bien et du mal, sans aucune limite. Bien sûr. Alors qu'avant, on ne pouvait pas porter atteinte. Jamais le roi, dans ses lois, il pouvait avoir tous les travers personnels qu'il avait. Il n'aurait pas pris une loi contre le bien commun. Alors, Et contre les lois transcendantales. j'entends bien. Alors, là, il y a plusieurs choses, je crois. Il est évident que la notion de souveraineté, bon d'abord, je vais les retracer rapidement, elle émerge donc progressivement. Elle connaît une première théorisation vraiment très particulière avec Jean Baudin, vraiment, à ce moment-là, qui fait que, dans mon ouvrage, c'est ce que je défends, je crois qu'on peut parler de deux notions de souveraineté, vraiment la notion médiévale et puis la notion qui émerge à partir de la fin du XVIe siècle, début XVIIe siècle. Alors, qui, bien entendu, sur un plan historique, vient s'inscrire dans une continuité de la pratique du pouvoir, une continuité de l'exercice, bien sûr, de Il n'y a pas de souveraineté avant. Voilà. Chez les Romains, il n'y a pas de souveraineté. Alors, le terme n'existe pas. Alors, bien entendu, il faut voir ce qu'on entend par là. On pourrait toujours dire qu'il y avait, mais si on prend les termes, c'est l'exemple que je prends, sur lequel je m'appuie dans mon ouvrage. Je prends comme exemple les hauts faits de l'empereur Auguste. Vous savez qu'il y a des différentes stèles qui retracent donc certaines dits d'Auguste, dont on a le texte, soit en latin, soit en grec. Auguste, dans un de ses passages, dit qu'il n'avait pas plus de pouvoir que ses pairs, puisque en fait il était empereur, mais au départ il était plusieurs encore à être donc à la tête de Rome, de ce qui devenait donc l'Empire romain, encore la République, il appelait ça encore la République du reste. Donc il était à égalité avec ses pairs en termes de pouvoir, mais il les dominait par son autorité. Et donc le terme qu'il emploie, c'est le terme d'autoritas. Le terme de souveraineté n'existe pas en latin. Voilà, ça vient du latin, ça vient en effet de superus en latin, donc ce qui est supérieur, de l'adjectif, mais le nom en latin n'existe pas.
et même en latin médiéval. Le terme apparaît dans la traduction, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la summa auctoritas, enfin c'est une des expressions, il y en a d'autres mais qui sont équivalentes, dans les langues vernaculaires et d'abord en français, donc c'est les juristes français, enfin en français, qui écrivent en français, qui à partir du XIIIe siècle vont créer ce terme de souveraineté. Alors est-ce qu'il n'y avait pas de souveraineté avant? Ben, au Moyen-Âge, si. Mais justement, c'est ce que je retraçais tout à l'heure, l'empereur l'a revendiqué, le pape l'a revendiqué, le roi de France a pu la revendiquer, mais parce qu'il prétendait aussi à une vocation impériale. Oui, il était empereur Voilà. de son royaume. Oui, voilà, après, voilà, l'empereur de son royaume. Mais quand il disait empereur, en effet, c'est parce qu'il avait aussi des visées sur l'Empire tout court. Oui. Philippe II, Auguste. Auguste, c'est un nom impérial. Ça vient d'Auguste, d'Octave, bien sûr. Auguste, c'est un nom, c'est un qualificatif, bien sûr. C'est pas son nom. Auguste, c'est l'Augustus, donc c'est un qualificatif divin. Bon. Donc ça s'est transmis ensuite. Et si Philippe Auguste, on l'a attribué, ou si attribué, je sais plus juste si c'est lui qui l'a fait, ou si on l'a fait, ça je ne saurais plus le dire. Ce terme d'Auguste, c'est qu'il a une visée impériale, ce que les lignées ne lui interdisaient pas forcément de pouvoir prétendre. Bon. En fait, ça n'a jamais été le cas. Bon. Mais on sait encore que jusqu'à François Ier a voulu. Voilà. Donc, il faut bien concevoir que au Moyen-Âge, vraiment l'idéal, il y a une sorte d'idéal de l'Empire. De l'Empire qui se veut universel. Et bon, la France, certes, a été toujours en marge. Depuis Capet, bon, elle s'est tenue en marge. Mais la fascination quand même de l'Empire et l'idéal de l'Empire en tant que, en fait, structure et unité de la chrétienté dans sa totalité, et puis bien sûr en tant qu'héritage de l'Empire romain, c'est les deux, le croisement des deux, c'est l'héritage de Rome et c'est la chrétienté. Et dans les gens de l'époque, les deux ne sont absolument pas contradictoires, bien sûr. Ça travaille fondamentalement les médiévaux. La notion de souveraineté au sens moderne, j'affirme pour ma part qu'elle n'existe pas, en effet, à proprement parler au Moyen-Âge. Alors bien sûr, Baudin, il n'arrive pas à partir de rien. Donc il synthétise, il cristallise des évolutions qui se sont développées avant lui, bien sûr, mais qu'il va cristalliser aussi en rapport et en fonction de la crise protestante. Et donc de l'impossibilité à laquelle sont confrontés les gens de l'époque de refaire, en effet, l'unité du royaume. Le roi est contesté par les protestants, mais aussi par les catholiques, attention. Parce qu'il y a les premiers théoriciens de la démocratie sous donc, les derniers Valois, ce sont les catholiques. C'est la partie la plus radicale de la Ligue qui développe la théorie de la souveraineté populaire, parce que justement, ils n'ont pas confiance dans l'autorité royale, qui est trop favorable aux protestants. Et puis les radicaux protestants, après la Saint-Barthélemy, sont aussi bien sûr très méfiants vis-à-vis de l'autorité royale, et donc développent aussi donc des théories qui tendent vers une certaine souveraineté populaire. Donc voilà, tout ça c'est bien sûr très complexe. C'est tout le mouvement de ce qu'on appelle les monarchomaques, donc ceux qui sont opposés à la monarchie. Il y a eu des monarchomaques protestants qui sont les plus connus, mais il y a eu aussi, et en fait d'abord, des monarchomaques catholiques. Ça c'est dans ce contexte qui est extrêmement troublé, bien sûr. Hein. Historiquement, la royauté va survivre, bien sûr, et parvenir donc à rétablir son pouvoir. C'est l'œuvre d'Henri IV. Donc, très clairement, c'est Henri IV qui va parvenir à ça, et qui va, de fait, après s'inspirer des doctrines de Baudin. Hein. Ça, c'est assez net. Le terme de souveraineté, on ne le trouve pas encore chez les juristes au tout début du XVIIe siècle. Et puis très rapidement, à partir des années, fin des années 10, des années 20, années 30, le terme de souveraineté il est constamment utilisé par les juristes, je le dis bien, pas par les philosophes, mais par les juristes. Donc ça c'est quand même nouveau. Alors je termine simplement, il est évident que c'est à ce moment-là la souveraineté du monarque, c'est vrai, mais et Baudin le dit explicitement, c'est une des clauses qui fait la souveraineté pour lui, sans ça il n'y a pas de souveraineté. Le roi souverain a le droit d'imposer une loi même contre l'assentiment populaire. Ce qu'avant, on ne disait pas. Ce qui, a priori, et dans la modernité contemporaine, ça a été discuté, qualifiait plutôt le tyran. Alors, ça ne veut pas dire que les monarques ont été tyrans, je ne dis absolument pas ça. Mais on tombe sur un paradigme qui est un peu ambigu. Tout comme si on faisait le parallèle, c'est différent par bien des aspects, mais si on faisait le parallèle avec Machiavel, je le faisais tout à l'heure. Est-ce que Machiavel fait l'apologie de la tyrannie? A priori, non. Il fait l'apologie d'une conception de la politique qui est purement technique, centrée sur le pouvoir, et où donc
la distinction Oui, constitution de droite, constitution déviante perd en fait sa pertinence. Le Machiavel s'oppose au bien commun. Oui, parce qu'il s'oppose au bien, oui, tout à fait, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Ben, Baudin ne défend pas tellement le bien commun, il le mentionne, mais c'est plus nominal que vraiment. Alors, il y avait, oui, première question, oui. Une question. D'un point de vue philosophique, votre réfutation de la souveraineté s'appuie sur une critique de l'individualisme, si j'ai bien compris. Hein. Pour l'essentiel, oui, pour l'essentiel. La souveraineté est le corollaire de l'individu. Oui, c'est une sorte de contraire, enfin de corollaire, oui. Cela étant, sur la question de l'individu, il y a différents excès à propos de la notion d'individu. Il y a l'excès du côté nominaliste, qui, selon certains auteurs, notamment Michel Millet, je crois, auquel vous vous référez peut-être, conduit le nominalisme conduit à l'individualisme. Et puis, il y a une autre erreur qui est l'erreur inverse, qui est l'erreur du réalisme, de l'ultra-réalisme, disons, qui conduit à un état excessivement organique, disons un état qui n'est pas forcément totalitaire. Par exemple, le fascisme, c'est pas totalitariste, contrairement au nazisme ou à l'Union soviétique, mais qui est autoritaire. Donc, est-ce que la critique de la notion de souveraineté n'est pas pertinente jusqu'à un certain point quand la souveraineté devient la première notion au-dessus du bien commun? Mais est-ce que, disons, puisque la critique de la souveraineté s'appuie sur une critique de l'individu, est-ce qu'il n'y a pas un risque de jeter le bébé avec le bain? En ce sens, l'individualisme est une erreur, mais où la notion d'individu, il y a une notion saine d'individu. Alors, ça c'est toute la... Là, vous soulevez un chapitre énorme, qui a énormément, donc, comment dire, travaillé la pensée, pour le coup, vraiment chrétienne catholique, au premier chef, au XXe siècle, sous ce qu'on appelait le terme de personnalisme. C'est-à-dire l'idée que, justement, donc, il y aurait... Enfin, là, je vais parler de manière un petit peu abstraite, parce qu'il y a des doctrines personnalistes très différentes, mais qu'il y aurait dans l'individualisme une certaine vérité, en effet, que l'on pourrait exprimer. Je ne me réfère pas au personnalisme en tant que tel. Oui. Je dis simplement qu'indépendamment même de la distinction entre individu et personne qu'on a chez Maritain, oui. La notion d'individu n'est pas achetée à la poubelle du simple fait qu'il y a un individu. Non, tout à fait. Bon, sur ça, oui, on peut repartir sur ça de façon très simple. Là, je vais être très clair. Le terme d'individu, saint Thomas l'utilise à tout bout de champ pour, en tout cas, quand il parle en effet des hommes dans la cité, le terme d'individuum, on va le trouver sur sa plume très, très souvent. Donc, qui dit individu ne dit pas forcément en effet individualisme. Bon, alors la réponse, elle est en fait, si on va à l'essentiel, elle est assez claire. C'est-à-dire que la cité est une unité d'ordre. Donc c'est forcément une certaine unification d'une diversité. Et cette diversité, bien sûr, ne peut pas être abolie. L'exemple auquel vous vous référez, donc le fascisme, dans la théorie politique, on pourrait reprendre aussi la théorie de Rousseau, qui tend en effet à passer de l'individualisme. Rousseau a très bien compris qu'on ne peut pas faire une société à partir de ça, et donc à une société où l'individu est complètement aboli en fait. Donc, oui, alors on a vu effectivement chez Rousseau un peu l'origine du totalitarisme. Voilà, tout à fait, oui, c'est une lecture qui, à mon avis, se défend, bon, qui peut être discutable comme toute lecture, mais qui se défend, qui a en tout cas ses arguments. Bon, et le fascisme en est un autre, en effet, on pourrait dire exemple, même si ça a des sources un peu différentes, plus dans la théorie de Hegel ou indirectement. Mais donc là, bien sûr, il y a une sorte d'articulation à faire, mais ça, elle n'est absolument pas, je dirais, un problème. Mais elle ne, comment dire, le fait de respecter en effet l'individu et le fait que nous sommes des êtres, comment dire, avec une certaine autonomie individuelle, disons, on peut ce terme-là, bon, le terme d'autonomie, on pourrait voir, en utilisant ce terme-là, je dirais, ne soit pas de rapport directement avec la notion de souveraineté. Par contre, quelle que soit la manière dont on l'aborde, par contre, ce que je défends, ce que j'essaie de défendre dans mon ouvrage, c'est qu'à travers cette notion, disons, positive de souveraineté, à laquelle, assez spontanément, on va pouvoir en effet se référer. Bon, c'est ce qu'on entend, je crois, assez spontanément quand on ne creuse pas davantage, par souveraineté, je dirais, de nos jours. Bon, c'est une défense, en effet, de la société politique
contre les agressions aussi du supranationalisme dans ce contexte qui est le nôtre. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est que ça n'est en fait ça rien d'autre que ce qu'on peut appeler autorité politique. Alors le problème étant, il y a un problème au niveau du vocabulaire, le problème étant que le terme d'autorité a été très fortement dévalué et qu'en effet aujourd'hui, il n'évoque plus pour nous ce qu'il pouvait évoquer, je citais Auguste tout à l'heure, c'est toute la force que pouvait avoir. La souveraineté, si on prend l'origine, ça n'est qu'une autorité supérieure. Alors, est-ce que... Oui, enfin, juste, bon... Non, mais notre intervenant précédent a rebondi, moi je... Bon, voilà, allez-y, puis après on donnera la parole à monsieur. Il y a différents ordres de causalité. Alors c'est vrai que la première des causes, c'est la cause finale. Ce n'est pas la cause efficiente, donc la souveraineté relevant de la cause efficiente et le bien commun de la cause finale. Mais le fait que dans l'ordre de la causalité formelle et finale, qui sont souvent la même, le bien commun prime, ne signifie pas qu'il fallait exclure la cause efficiente, qui est la souveraineté. Et vous parliez du volontarisme, etc., qui s'oppose à la pensée de saint Thomas, mais en même temps, si vous lisez la somme théologique, vous vous rendez compte que saint Thomas démontre la bonté de Dieu du fait que Dieu est cause efficiente. Il le démontre de la puissance de Dieu. Ce qui est un peu bizarre, hein, d'ailleurs. Enfin, il dit... l'idée, c'est que quelqu'un qui est puissant n'est pas forcément bon, mais que quelqu'un, la réalité la plus puissante, a forcément une certaine bonté. Oui, alors bon, ça c'est un autre aspect en fait, que je n'ai pas du tout abordé, c'est que la notion de souveraineté de fait, elle a aussi bien sûr une origine théologique. Le souverain par exemple, c'est bien entendu Dieu. Donc ça c'est... oui, pardon, je croyais... donc, alors, le cas, bien sûr, mais le cas de... Disons que le cas de Dieu est quand même bien sûr un cas à part, de ce point de vue-là. Qu'on puisse déduire de sa puissance que, sauf à ma part, ne fait quand même pas directement à saint Thomas, a priori, sa bonté. Si, il le fait. En revanche, là où je vous rejoindrai, effectivement, c'est qu'ils font de la loi sur l'intellect divin, pas sur la volonté de Dieu. Voilà. Donc, Tout à fait, dans voilà. ce sens-là, c'est pas la c'est ce que j'allais dire de toute façon, c'est que la critique que je fais, c'est en effet une critique du volontarisme, et bien entendu pas de l'exercice de la volonté, on est bien d'accord. C'est-à-dire, on pourrait très bien voir chez saint Thomas en effet que dans l'ordre pratique, la volonté quelque part est première. Mais ça n'est pas du volontarisme au sens où elle est relativement indéterminée à tel bien plutôt que tel autre, ce qui fonde notre liberté. On n'est pas déterminé à vouloir tel bien en particulier plutôt que tel autre, mais on est déterminé à vouloir le bien. Elle est quand même... Tandis que dans le volontarisme, à partir donc de Scott Ockam, la théologie nominaliste, disons, pour le dire vite, de la fin de la scolastique médiévale, on a l'idée d'une volonté qui est radicalement indéterminée, qui n'est pas ordonnée même au bien en général, et qui donc, quelque part, est inévitablement vouée en effet à une forme d'arbitraire. Oui. Oui. Vous avez montré les ambiguïtés de la souveraineté. Oui, j'ai essayé. Enfin, ambiguïté, c'est la conquête du pouvoir technique qui risquerait d'établir une rupture avec le bien commun. Et ne pourrait-on pas dire aussi que la souveraineté pourrait servir à défendre la vocation d'un peuple qui, elle, rejoint le bien commun, la vocation. Et c'est un peu dans cet état d'esprit qu'elle est souvent perçue confusément aujourd'hui. La souveraineté n'est pas l'apologie d'un pouvoir qui se déracinerait ou qui couperait le lien avec ce qui le dépasse, ou d'une autorité pour l'autorité, mais une manière d'affirmer sa liberté dans ce qu'on appelait autrefois le concert des nations, c'est-à-dire et le refus d'un ordre mondial qui ajuste les peuples à un projet qui est une souveraineté en fait implicite, totalisante. Voilà, oui, alors bon, ça, bien sûr, là vous abordez ce dont je n'ai absolument pas parlé ce soir, et jusqu'à présent en tout cas, donc je vous remercie d'aborder la question, que j'aborde relativement peu dans mon livre, parce que j'avais un chapitre développé, puis il n'a pas été retenu finalement, donc c'est relativement bref, mais c'est bien sûr la question du rapport au supranationalisme, et donc à ce qu'on appelle la mondialisation, le mondialisme actuel. Alors, je parle quand même de ça typiquement dans mon ouvrage, en défendant l'idée
qu'entre la conception de manière un peu plus étroite, disons, du souverainisme, je me situe dans le cadre actuel, et du mondialisme, en fait, on a affaire vraiment, je crois, à des frères ennemis. Donc, qui sont ennemis, et à la limite ennemis à mort. Vous connaissez la fable, Éthéocle et Polynice, ils finissent par s'entretuer, ils sont tous les deux morts, mais ils sont quand même frères. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils partagent en fait en commun largement une même vision du politique. Les souverainistes, pour défendre cette vision, et donc réclamer un retour à la souveraineté, les partisans du supranationalisme, pour la critiquer comme étant, disons, facteur de guerre, on reprend les lieux communs sur le nationalisme, qui ne sont pas forcément complètement faux, du reste, mais enfin, bon, qui sont souvent quand même un peu caricaturés, un peu simplifiés. Et donc, alors, officiellement, vous disiez en effet, passer à une sorte de souveraineté, mais en fait, en effet, on se rend compte qu'il n'y a pas. Puisqu'il n'y a pas de pouvoir politique qui soit vraiment discernable. L'Union européenne a toujours fui une dimension politique. L'ONU, certes, si tant est que c'était un embryon d'État mondial, bon, il n'y a pas vraiment ça non plus. Et donc, une sorte de dilution du pouvoir, qui est assez caractéristique de ce qu'on appelle parfois la post-modernité. Je n'aime pas trop personnellement l'expression. Modernité tardive, bon, bref, ça on peut discuter. Mais en tout cas, à l'époque contemporaine, à coup sûr. Et qui est plutôt un transfert du pouvoir, disons, au domaine de l'économique, plutôt qu'au domaine politique. Et donc, une certaine abolition du politique, parce qu'on a associé la politique au seul exercice du pouvoir et en fait à la violence, pour le dire en consécutant un petit peu. Alors, bien entendu qu'historiquement, la souveraineté n'a pas, enfin, l'application sur la monarchie n'a pas forcément, bien sûr, ça serait la caricaturer et même en médire que de dire que ça a été ça. Il faut bien faire, il y a deux choses à tenir. Il y a je dirais, le principe, en ce qui, là, dans sa dimension de principe spirituel, intellectuel, sa notion de forme au sens aristotélicien. Et puis l'histoire. Le principe, il a été appliqué d'abord plus ou moins parce que bon, les faits sont là, les contingences sont là. Et puis surtout, il a travaillé la culture de manière très progressive, avec des accélérations. Et typiquement, le passage en effet à la souveraineté populaire, telle qu'elle a été théorisée dans le cadre moderne, a été bien sûr un accélérateur formidable. Parce que les rois, en effet, se revendiquaient encore quand même des lois traditionnelles de la monarchie, se revendiquaient encore de la Bible, se revendiquaient encore de la religion. Et donc, il y avait forcément un cadre qui restait, même si le principe de souveraineté en soi ne le réclamait pas forcément. Baudin soumet encore le souverain aux lois de la nature, mais il y soumet, c'est quand même déjà un peu volontariste, c'est-à-dire qu'il faut il doit s'y soumettre en conscience. S'il ne s'y soumet pas, il reste quand même souverain. Et donc c'est fondamentalement ambigu de ce point de vue-là. Tout le problème de la légitimité du pouvoir, qui est quand même une reconnaissance entre le souverain du peuple et du peuple au souverain, mais qui quand même se passe à un autre stade. Oui, bien sûr. C'est-à-dire d'un pouvoir qui ne soit pas un anéantissement de la loi naturelle, ou un écrasement. C'est un peu... Bon. Aujourd'hui, on assiste quand même à des choses curieuses, par exemple. Non, mais si vous voyez la puissance d'un pouvoir diffus pour une certaine conception de la famille, comprenez. Bon, et alors, comment s'opposer? Est-ce que, la question est un peu naïve, je me répète, mais est-ce qu'une notion de souveraineté bien comprise ne peut-elle pas s'opposer à cette bien sûr, mais à cette vague, sauf que là, tsunami occidental? Non, j'entends bien. Sauf que là, on se mettra d'accord. Je dirais là, c'est une simple question de mots. Oui, c'est ce que j'appelle la notion d'autorité. Et après, je vais être très franc, je ne me fais aucune illusion. Le terme de souveraineté est tellement ancré dans notre vocabulaire et oui, vraiment, que bon, je pense qu'on n'arrivera pas à le déraciner, ou si se déracine, ça prendra du temps. Mais dans ce cas-là, disons vraiment, c'est l'idée de vraiment en préciser le sens. Parce que si on prend le discours des souverainistes, là je me réfère à des choses concrètes, hein, le souverainisme au sens vraiment le plus contemporain, hein, c'est-à-dire cette doctrine qui est née dans les années 90, suite au traité de Maastricht. Bon, c'est par réaction au traité de Maastricht. Hein. Et c'est Paul-Marie Couteau, Abitbol, qui avait. Il se réfère à l'État-nation, c'est-à-dire à la doctrine révolutionnaire, point à la ligne. Ils ne le disent pas, mais si on les lit de près, c'est ça. C'est toute l'ambiguïté. C'est toute l'ambiguïté. C'est toute l'ambiguïté parce que la notion de légitimité pourrait justement faire le ménage, la lessive de
Parce qu'il n'y a pas de légitimité à établir un pouvoir par la violence et l'éradication, enfin, comme ça s'est fait en France du moins. Parce que c'est tout le problème de vouloir sauver l'État-nation de la Révolution française dans une continuité. Or, personnellement, pour moi, c'est pas possible. Oui. Et c'est là où il... Mais après on tombe, le problème, c'est on tombe dans des... Mais là, il y a, comment dire, c'est vraiment tragique, parce qu'on tombe dans des choses trappes en permanence. C'est que tous les mots sont piégés. Le mot de nation, le mot de peuple lui-même, le mot de patrie même est piégé. Là, bon, je renvoie à l'ouvrage qui vient, j'ai vu récemment, il a été réédité en format poche, de Jean de Viguiry sur les deux patries. Voilà, mais ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Quand on dit faut être patriote aujourd'hui, ben, oui, moi je suis à 100% d'accord, mais quelle patrie, voilà. Est-ce que c'est la patrie révolutionnaire? Est-ce que c'est la patrie des droits de l'homme? Ou est-ce que c'est vraiment la patrie au sens propre du terme, la terre des pères, et avec tout ce que ça véhicule? Et c'est pas la même chose. Et la nation, est-ce que c'est la nation révolutionnaire? Et voilà. Mais si on mettait notion sur le sens de la liberté dans la transmission du bien et de la naturelle, et pas la liberté dans... Et bien voilà, la notion de liberté, la notion de liberté, elle est inhérente à la question politique, bien entendu. Une cité, enfin si je reprends donc un pays, enfin une communauté politique, elle existe en tant que communauté si bien sûr elle est libre. Voilà. Mais c'est pas la liberté au sens moderne. Mais vous l'avez Liberté pour les ennemis de la liberté. Ouais. Voilà, ça c'est la liberté moderne. Une question, je vous ai écouté quand même tout à l'heure, j'aurais sans doute pas lu quand vous parliez du personnalisme. Qu'est-ce que dit le personnalisme sur la souveraineté? Par exemple chez Maritain. Oula. Alors là, vous allez me poser une colle. Parce que, bon, je connais quand même un peu Léon de Maritain, pas forcément toute son œuvre politique. Enfin, si, pardon, excusez-moi, parce que c'est ma mémoire qui flanche. Si, Maritain a écrit sur la souveraineté un chapitre qui est, comme très souvent chez Maritain, qui est intéressant et qui est à la fois frustrant parce qu'il ne va jamais jusqu'au bout des choses, qui critique en effet la notion de souveraineté. De fait, dans mon parcours, c'est quelque chose qui avait pour moi à l'époque compté, c'est déjà quand même longtemps, et c'est dans L'homme et l'État, où en effet il fait une critique de la souveraineté, de la conception souverainiste du pouvoir comme étant coupé en effet de la société, comme étant une sorte de... où le pouvoir a une transcendance qui le sépare, voilà, qui est une sorte de séparation par rapport au corps social. Ce qui est assez juste. Bon. Alors après, il va pas très loin, voilà. Un peu dans l'analyse, il va pas suffisamment loin en tout cas, et surtout, il va pas loin du tout dans les solutions qu'il propose. Ça reste très, de ce point de vue-là, assez insatisfaisant. Quant aux autres auteurs sur la question, je vous dirais que je ne les ai pas forcément assez lus pour avoir une idée précise, mais oui, bon, chez Maritain, il y a quand même en effet une critique de la conception classique, on peut dire l'État classique, je veux dire, du 7e, 18e siècle, de l'État, voire la conception hegelienne aussi bien. Mais en même temps, bon, toute l'ambiguïté de Maritain, c'est qu'après, il retourne dans une forme de libéralisme, qu'il ne dit pas ainsi, il n'en dit pas le nom, mais en fait, ça revient quand même à ça. Ces conceptions sur la démocratie, droits de l'homme. Alors, sinon, par rapport au point qui vous avait choqué tout à l'heure, comme quoi saint Thomas fonde la bonté de Dieu sur sa toute-puissance, effectivement, il fonde le fait que Dieu soit bon sur sa puissance, mais ensuite, il y a des arguments pour dire que lui est le souverain bien. Et là, c'est plus des arguments métaphysiques. C'est ce que j'allais dire, voilà, je ne l'ai pas, j'ai pas terminé tout à l'heure, il y a en effet, donc c'est complété quand même par d'autres approches. Là. Voilà, c'est quand même il n'y aurait que celle-là. On risquerait déjà de tomber dans ce dans quoi verseront les théologiens nominalistes, la théologie de la toute-puissance de Dieu. Mais pas seulement chez les nominalistes, hein, c'est déjà chez Duns Scotus. C'est déjà chez Duns Scotus, tout à fait. Non, je dis les nominalistes, je ne suis pas précis, mais bon, ça, je le fais de manière, enfin, je le fais à dessein, je le fais de manière résumée et simplifiée, mais c'est bien sûr déjà chez Duns Scotus, tout à fait. Et où là, Dieu n'est pas en effet lui-même ordonné. Alors chez Scott, c'est pas encore tout à fait ça, mais chez Occam, c'est quand même clair. Il n'est pas ordonné en effet au bien, donc il décrète le bien par un décret purement arbitraire. Voilà. Et donc, ça toute puissance. Enfin, l'intérêt de quelqu'un comme Occam, qui est un radical, c'est l'intérêt de tous les radicaux, c'est vraiment poser les choses clairement. Occam va jusqu'à dire que si Dieu avait ordonné de haïr son prochain pour être sauvé, il aurait été bon, en tout cas dans l'économie du salut, de haïr son prochain.
Mais alors, ce qui est Mais bon, ce qui résume toute la doctrine quelque part. Bon, ça veut dire que c'est complètement. Ce qui est d'ailleurs très marrant, c'est qu'en pratique, un certain nombre de bons cathos qui vous parlent de loi naturelle à longueur de temps diront en même temps: ah, mais la loi naturelle, c'est ce que Dieu a décrété. Non. Oui. Et non. Non, non, mais ça va contre ce que ça devrait appeler la sagesse de Dieu. Oui, oui, effectivement, mais je vous dis que c'est ce que disent Ah, mais bien certain entendu. nombre de gens. Mais bien entendu. C'est totalement contradictoire avec la notion de Bien entendu, mais ça c'est alors là ça c'est encore un chapitre qui est immense, mais c'est-à-dire c'est toute la théologie à partir vraiment de l'époque moderne. Bon, il y a eu un certain retour à saint Thomas assez rapidement, même on cite toujours le fait qu'au Concile de Trente il y avait la Bible et puis je crois à côté la sonde de théologie de saint Thomas. Bon, très bien, mais très souvent quand même, et ça pour le coup quand même la critique des thomistes au XXe siècle l'a quand même montré assez bien, c'est que ces auteurs thomistes d'intention, alors leur intention est tout à fait louable, tout à fait pure je crois, mais ils sont quand même souvent un peu scotistes par les bords. Disons que ça a été, il y a eu une certaine manifestement, après moi je suis pas théologienne, donc je connais pas tout le détail. Les théologiens, là je vous parle du Pécus, mais disons... Ah ben oui, mais ce que je veux dire c'est qu'après ça, oui, mais à travers ça, oui, mais je veux dire à travers ça, ça s'est transmis dans une certaine culture catholique aussi, qui a pu éventuellement retomber jusque dans les fidèles, je dirais un peu de base pour... Ah, très bien, merci pour l'ouvrage. Merci bien. Voilà, je ne sais pas si je peux vous dédicacer si vous voulez, je peux, vous me direz... Il y a quelques livres. Voilà, j'en ai quelques-uns. Voilà, donc j'en ai en tout 10. Si,